Donc si on regarde de manière un peu plus systématique sur ce que change l'agroécologie, voilà, je l'ai abordé à travers trois questions. Première question, est-ce que c'est la fin des solutions toutes faites? D'accord, on en parle souvent, on dit voilà, l'agroécologie, il faut s'adapter à chaque situation, c'est fini les solutions standardisées qui conviennent à tout le monde. Effectivement, l'approche prescriptive est souvent peu adaptée parce que finalement l'approche par un problème, une solution, elle marche pas très bien en agroécologie. D'une part parce que pour un problème, il y a souvent plusieurs solutions en fonction de la zone où on est, de la pression de ravageurs, de la présence d'auxiliaires par exemple, etc. Et puis aussi parce que dans cette démarche-là, on est obligé d'avoir une approche systémique et c'est pas un problème isolé, une solution, mais un fonctionnement de l'agrosystème global qui permet vraiment d'avoir les leviers de contrôle. D'accord? Un problème, une solution, on va vers le chimique ou le physique pour le gérer. Donc voilà, donc c'est pas, d'une certaine manière, c'est pas adapté, mais en même temps, c'est parfois possible. Et il y a des tas d'exemples où on peut avoir une approche relativement prescriptive. En agroécologie, j'allais dire, il faut pas se priver. Parce qu'on voit bien qu'adapter des solutions à chaque situation particulière, c'est très coûteux en termes de conseils. Et qu'il faut pouvoir, voilà, pas non plus du coup ne conseiller plus que 10 agriculteurs parce que ça nous prend beaucoup trop de temps. Et donc, c'est aussi ça que je pense qu'il faut dire, les discours en disant l'agroécologie se fait forcément avec une approche globale, une approche holistique en passant du temps, etc. On va voir qu'il y a aussi des moyens de développer des choses un peu plus standardisées. L'enjeu est de savoir finalement, c'est pas tant est-ce que l'approche prescriptive est à bannir, c'est de savoir qu'est-ce que l'on prescrit. Et savoir est-ce que l'on prescrit des solutions qui marchent, avec le risque que ça marche pas ici, ou que ça marche pas ailleurs, ou est-ce que l'on prescrit des manières de construire des solutions qui soient adaptées à chacun. Et c'est vrai que la transition agroécologique oblige, d'une certaine manière, à passer, les conseillers, à passer de cette vision-là, plutôt à une vision de dire, on va pas transférer la solution, mais transférer des manières pour chaque agriculteur de construire sa propre solution. C'est pas parce que on fait un travail comme ça qui est plus individuel qu'il faut bannir tout ce qui va être guide, fiche, etc. Au contraire, par rapport au rôle de la connaissance, il y a une importance particulière à formaliser ces connaissances à travers des fiches, des vidéos d'Internet. Maintenant, on a une diversité de possibilités. On voit aussi fleurir sur Internet, et je pense que c'est très important dans la sphère agroécologique, la place des témoignages d'agriculteurs, d'accord, de la mise en récit de ces expériences de transition agroécologique, qui sont effectivement très importantes parce qu'un agriculteur a par nature une approche systémique et une approche dans le temps. L'agroécologie, c'est pas du jour au lendemain, c'est un chemin, c'est une transition pour aller vers un autre, pour aller vers un objectif, et sans doute que c'est une transition indéfinie, d'accord. C'est-à-dire qu'on est toujours en mouvement quand on s'engage dans l'agroécologie. Et donc là, j'ai pris l'exemple du site Osae, mais il y a beaucoup de sites comme ça qui mettent en lumière des témoignages d'agriculteurs. L'autre question, c'est est-ce que ça veut dire évaluer et concevoir autrement? On a un changement de type de pilotage des systèmes techniques. Dans la modernisation agricole, le maître mot, c'est le contrôle optimal. Il faut être à l'optimal, et donc on va essayer de simplifier le système, parce qu'on ne sait pas faire du contrôle optimal sur des systèmes complexes, trop complexes. On le simplifie et on le pilote pile poil pour qu'il puisse avoir les performances que l'on attend. On voit que ici, devant d'une part la difficulté qu'on va avoir à simplifier le système, parce que dès lors que l'on va chercher à trop simplifier, on va perdre les leviers écologiques, et d'autre part, vis-à-vis d'une certaine incertitude par rapport aux résultats de nos actions, on va, dans la plupart du cas, passer du contrôle optimal à quelque chose que l'on appelle la conduite adaptative. D'accord ? C'est-à-dire avoir la capacité, non pas de savoir exactement tout ce que l'on va faire pendant la campagne, mais de savoir comment on va s'adapter à l'évolution de l'état de l'agrosystème. D'accord ? Je plante, je sais pas, 3 espèces en mélange pour faire une interculture. Selon le climat de l'année, il va y avoir plutôt l'une qui va pousser ou plutôt l'autre. Et ça, je ne peux pas le prévoir. Par contre, je sais que si c'est plutôt l'une, voilà comment je vais conduire derrière. Et puis si c'est plutôt l'autre, voilà ce que je vais faire. Donc ça demande de développer effectivement une capacité d'observation et de pouvoir réagir, s'adapter à l'évolution de l'agrosystème. Donc pour ça nécessite aussi de désapprendre d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent très présent
dans le rapport entre le conseiller et l'agriculteur, où moi je suis enseignant-chercheur, dans la formation aussi on le voit, et quand on travaille aussi avec des lycées agricoles, cette nécessité de, parfois pour aller vers l'agroécologie, il faut aussi désapprendre ce que l'on a vu avant, un champ parfaitement propre, quelque chose de simple. Par exemple, dans les systèmes agricoles, il faut voilà, travailler avec les étudiants, travailler avec les agriculteurs pour arriver à aller au-delà. Conseiller vers une conduite adaptative, ça peut se faire que en plaçant l'agriculteur en situation de co-concepteur et de co-évaluateur, de lui enseigner la manière, parce que sinon on y est tous les jours au téléphone. D'accord ? La conduite adaptative, c'est une conduite assez fine. Okay, et pour le conseiller, il ne peut pas se permettre ça, et donc ça veut dire transférer vers l'agriculteur une capacité par lui-même à évaluer la situation et à s'adapter. D'accord ? Donc c'est pour ça ces approches-là. L'autre chose aussi, c'est que ça conduit plutôt que de proposer des systèmes clés en main, à proposer ce qu'on appelle des bibliothèques d'innovation, c'est-à-dire différentes briques que après l'agriculteur va pouvoir agencer à sa manière, d'accord, en fonction de ce qu'il voit du système et de ses objectifs à lui. Parfois aussi, ça va être apprendre à laisser faire la nature. Alors là, vous voyez que j'ai mis une croix sur le petit bonhomme parce que laisser faire la nature, c'est extrêmement angoissant. Surtout quand on a appris à gérer et à contrôler. Et c'est vrai qu'on a une attaque de pucerons. Si on veut que les auxiliaires arrivent, si je traite tout de suite, ils n'ont qu'une chance d'arriver. Est-ce que j'attends 3 jours, 1 semaine, 15 jours? C'est quelque chose, enfin, voilà, qui peut être très, très difficile. Une dernière diapo sur le changement de posture du conseiller. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc c'est juste pour rassembler. Le conseiller, depuis toujours, est tiraillé, j'allais dire, entre un rôle d'expert et dans lequel il va dire ce qu'il sait, et un rôle de facilitateur dans lequel il va aider les personnes à créer par eux-mêmes et à créer leurs propres connaissances. Ça, c'est pas nouveau. Le métier du conseiller a toujours été là-dessus. Donc, c'est vrai que dans son métier d'expert, il va être très prescripteur. Dans son métier d'animateur, de facilitateur, il va être plutôt animateur. Je pense que l'agroécologie, enfin, quand je dis je pense, comme je me suis nourri de tous les exposés de la semaine, c'est un jeu collectif. L'agroécologie, c'est conduit effectivement à aller un peu plus vers le rôle de facilitateur et un peu moins vers le rôle d'expert, parce que les connaissances sont souvent pas disponibles et que les connaissances sont partagées. Les agriculteurs, d'autres conseillers, d'autres experts peuvent aider et fournir des connaissances pour avancer. L'autre chose qui est derrière, c'est aussi qu'il faut accepter de conseiller avec un manque de connaissances. Et j'ai mis entre parenthèses qu'elles vont pas se réduire, les manques de connaissances, parce qu'on a aussi cette vision, souvent sur le terrain, qui dit bon ben c'est bon, la recherche va travailler et dans 1 année, 2 années, 10 ans, on aura ces connaissances. Mais vous l'imaginez bien que face à la complexité de ce système-là, avant d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour gérer ça, c'est quelque chose qui est sans fin. Donc il faut se préparer en tant que conseiller à ne pas savoir. Donc à quitter ce rôle d'expert ou à partager l'expertise avec d'autres. Ça, c'est un élément important. En même temps, parfois, l'agriculteur, il n'est pas prêt à accepter ça. D'accord ? C'est-à-dire que quand on dit finalement cette autonomisation du producteur, le conduire à faire par lui-même, voilà, il y a certains agriculteurs qui disent dites-nous ce que vous savez et pas ce que nous devons faire. D'accord ? C'est-à-dire que ça, voilà, ils sont dans une démarche effectivement qui va dans ce sens-là, mais vous savez comme moi, et certains agriculteurs disent écoutez, ce que vous savez, on s'en fiche un peu, ce qui m'intéresse, c'est que vous me dites ce que je dois faire. D'accord ? Parce que derrière, il y a un risque, il y a une angoisse même par rapport au fait de ne pas faire les bonnes choses. Et donc là, il y a effectivement dans le rapport entre conseiller et agriculteur quelque chose à travailler. L'autre chose, on en a parlé, c'est intégrer l'incertitude et le risque qui va avec. C'est très risqué pour un conseiller de se mettre dans une situation où il n'a pas les connaissances pour être sûr que sa prescription, par exemple, va être efficace. Donc ça, par rapport à ça, c'est à la fois bien sûr se former pour le conseiller, évoluer, etc., mais ça doit être aussi porté d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue groupe. D'accord ? Tout seul, le conseiller n'est pas prêt à prendre ce risque, le producteur non plus. D'accord ? Et on voit que là où effectivement les transitions agroécologiques sont les plus efficaces, c'est quand à la fois il y a ce travail de groupe et quand les institutions de conseil, les chambres, les instituts techniques, l'armée flore, etc., prennent en compte cette difficulté dans laquelle peuvent être les conseillers et les soutiennent là-dedans.
Savoir observer, tirer parti des innovations agroécologiques des producteurs, ça j'en ai déjà parlé, et puis se doter des moyens d'apprendre en avançant. Un point, je voudrais juste, bien sûr, apprendre de ses erreurs, de différentes sources d'informations, des partenaires, des productions, j'en ai parlé, mais ne pas attendre de tout savoir pour tester. D'accord? C'est en faisant qu'on apprend. Et ça, c'est quelque chose, en faisant pour l'agriculteur, mais également pour le conseiller, qui est un élément clé. En conclusion, vous voyez que un des enjeux clés de l'agroécologie, c'est la construction et la transmission de connaissances. Et par rapport à ça, le conseiller est au cœur du dispositif de transition agroécologique. Ça, je pense que c'est un élément essentiel. Et on voit qu'il y a une diversité de formes de conseils, on a une diversité d'instituts, mais dans tous les cas, on a vraiment ce rôle clé. C'est pas simplement une question de la recherche qui passe au producteur, ça ne marche pas comme ça. Il y a vraiment un rôle clé du conseiller. Une remise en cause des cadres à la fois de la conception et des postures de travail, avec finalement cet enjeu de donner la capacité d'apprendre par soi-même, à la fois bien sûr pour le producteur, mais aussi pour le conseiller. D'accord? Comment, dans ma pratique, dans mes relations, dans mon institution, je peux apprendre et concevoir des nouvelles formes de conseil par moi-même. Dernier point, on a une diversité d'approches de l'agroécologie, à la fois dans les systèmes techniques, mais également dans les valeurs, dans la manière. Vous savez, il y a des mouvements sociaux qui sont extrêmement forts autour de l'agroécologie. Et ça oblige effectivement à savoir se situer. Est-ce que la biologie, par exemple, certains disent l'agroécologie c'est forcément agriculture biologique, d'autres qui disent non. Et donc voilà, il faut pouvoir apprendre à se situer par rapport à ça et comprendre et valoriser cette diversité.